Depuis 2015 en France, mais depuis plus longtemps aux États-Unis par exemple, l'appellation républicain est trustée par la droite. Et pourtant, c'est bien la gauche qui fit naître la République en France. Petit rappel historique. La gauche, la gauche, la gauche, de gauche, de gauche, la 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 gauche. Bienvenue sur Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Le 4 septembre 2020, Emmanuel Macron a célébré les 150 ans de la Troisième République, proclamée le 4 septembre 1870 donc. Le choix des mots pour cette célébration n'est pas très clair, entre 150 ans de la République ou 150 ans en République, et de fait, il y a eu suite à cette célébration une pluie de critiques issues de la gauche notamment, quant au fait que la République n'est pas vraiment née en 1870, mais en 1792. Ce qui est vrai en revanche, c'est que la Troisième République a entraîné une certaine stabilité du système et que nous sommes depuis, en dehors de la parenthèse du régime de Vichy, en République. L'occasion, pour moi, de revenir sur les premiers pas de la République en France, nés des combats et des aspirations de la gauche. Concernant la Première République, celle de 1792, vous en connaissez déjà les grands principes, surtout si vous avez regardé mes vidéos sur la Révolution française et sur Condorcet. Cette république est née par un enchaînement de circonstances particulières. Initialement, la quasi-totalité des révolutionnaires souhaitaient en effet remplacer la monarchie absolue par une monarchie parlementaire. Et les défenseurs d'une république étaient vus comme des extrémistes marginaux. Il fallut plusieurs manœuvres, pour le moins maladroites, de Louis XVI et des royalistes, pour convaincre les révolutionnaires de la nécessité d'une abolition de la monarchie. Je fais ici allusion à la fuite de Varennes, ou encore au manifeste de Brunswick. Le manifeste de Brunswick, c'est cette lettre pas très maligne que le chef de l'armée prussienne a envoyée aux Parisiens et dans laquelle il leur ordonne de prendre soin de Louis XVI au risque de voir Paris rasé et ses habitants exterminés. Oui, c'était complètement con. Résultat, la République gagne la bataille de l'opinion et la pression populaire aboutit à la déposition du roi et à la fin de la monarchie. La Première République, qui voit alors le jour, n'aura d'abord pas de constitution puisque la constitution girondine est rejetée et que la montagnarde n'est jamais appliquée. Elle connaîtra néanmoins plus tard deux constitutions successives, celle instaurant le directoire en 1795 et celle instaurant le consulat en 1799. Cette Première République, pour le faire rapidement, n'a pas vraiment fonctionné, notamment à cause de son instabilité et à cause des troubles qu'elle a engendrés. Résultat, pendant presque 50 ans, le concept a été mis de côté. La République a donc laissé place à l'Empire, l'Empire à la Restauration à la monarchie de Juillet, et v'là pas qu'en 1848, rebelote, une révolution donne naissance à une nouvelle république, qu'on appelle la Deuxième République, et ça se tient. Cette Deuxième ou Seconde République, on la connaît très peu, un peu à l'image du reste du 19e siècle d'ailleurs. On sort d'une période où la gauche était pas vraiment en grande forme. Faut dire que Napoléon, la liberté de conscience et d'expression, c'était pas vraiment son truc. Et que la Restauration, c'est en quelque sorte la revanche de la droite monarchiste sur la gauche républicaine et sur la droite bonapartiste. Ensuite, sous la monarchie de Juillet, on commence à être sur un régime parlementaire, mais comme le suffrage est censitaire, seuls les riches peuvent voter et les responsables politiques de gauche sont donc très modérés. La véritable pensée de gauche prospère donc plutôt en dehors des institutions et des cercles de pouvoir. Tout ça jusqu'à la Révolution de 1848 et à la Deuxième République. La Deuxième République, on peut la découper en deux périodes successives. Tout d'abord, à partir de 1848, on a une première étape un peu euphorique. Tous les républicains sont main dans la main, on refait le monde, on se place dans les pas de 1789, on fait voter de grandes réformes populaires et démocratiques. C'est à cette période qu'on installe le suffrage universel, qu'on abolit l'esclavage, qu'on abolit la peine de mort pour raisons politiques, qu'on vote des lois garantissant la liberté de la presse, etc. L'homme fort de la période, c'est surtout Lamartine, dont je parlais dans l'épisode 4 sur la gauche et le rouge. Malheureusement, ça va pas durer, parce que dès qu'ils en auront fini avec les questions démocratiques et qu'ils s'intéresseront aux questions sociales, alors la fracture entre les républicains de gauche et les républicains centristes ou modérés éclate au grand jour. Comme ce sont les centristes qui ont la majorité, ils prennent des décisions antisociales qui aboutissent à une nouvelle insurrection en mai, qui débouche elle-même en réaction comme souvent sur un tournant conservateur. La République penche alors nettement à droite, comme en témoigne l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en tant que premier président de la République.
avec le destin qu'on lui connaît, lui qui instaurera en 1852 le Second Empire. Ce qui nous amène à cette date célébrée par Emmanuel Macron récemment, le 4 septembre 1870. À la différence des deux précédentes, la Troisième République n'est pas issue d'une révolution. Napoléon III vient de perdre la bataille de Sedan le 2 septembre, il est fait prisonnier, et le 4, Léon Gambetta proclame la République depuis l'Hôtel de Ville de Paris. Ça se fait finalement un peu par hasard, sous la pression du peuple, mais rien n'était réellement prêt. Et de fait, il va falloir un peu de temps pour asseoir cette nouvelle République. Pendant environ 10 ans, jusqu'en 1879, elle va régulièrement vaciller. À cette époque, comme jamais ça n'avait été aussi clairement le cas depuis 1792, et comme ça ne le sera plus jamais par la suite, le clivage gauche-droite est extrêmement simple. Être de gauche, c'est être républicain, être de droite, c'est être monarchiste, que ce soit légitimiste ou orléaniste, ou être bonapartiste. C'est d'abord la droite qui va être aux commandes de la République naissante, avec Thiers, qui réprimera dans le sang l'insurrection de la Commune, ou encore MacMahon, un royaliste légitimiste qui va rester président pendant 6 ans. Progressivement, néanmoins, la gauche va réussir à prendre le dessus et en 1879, Jules Grévy devient le premier républicain à être élu président de la République. Plusieurs symboles de la République, à l'époque considérés comme gauchistes, sont adoptés lors d'une révision de la Constitution, à savoir l'adoption du 14 juillet comme fête nationale, en écho à 1789 et 1790, et bien sûr l'adoption d'un hymne de gauche réputé séditieux comme hymne national, la Marseillaise. Résumer les 100 premières années de la République en France en quelques minutes est forcément un peu frustrant, mais il y a des centaines d'ouvrages que vous pouvez lire pour vous documenter sur le sujet, en plus de tout le contenu que vous trouverez sur Internet. Pour en savoir plus sur l'influence de la gauche sur cette époque et réciproquement, je ne peux qu'à nouveau vous conseiller le livre de Jacques Julliard sur les gauches françaises, ça vous commencez à en avoir l'habitude. Si vous avez suivi jusque-là, bravo, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes.